Nathalie. Ça va? Très bien. Alors, est-ce que tu sais ce qui nous attend aujourd'hui? Eh ben, pas vraiment, puisque je crois que le principe c'était la surprise. C'était un peu la surprise, ouais. Par contre, tu sais que 2025, c'est une année un peu spéciale pour le pôle. C'est une année spéciale puisque ça va faire 20 ans que le pôle Exactement. existe. Exactement, ça fait 20 ans. Alors, si tu es d'accord, je te propose aujourd'hui qu'on fasse un petit retour en arrière et puis qu'on revienne sur ces 20 dernières années. Eh ben, très très bien. C'est parti? C'est parti. Allez, ben on y va. Bon, alors Laurent, je te propose qu'on commence par les débuts, même si tu n'étais pas là tout à fait aux prémices, tu es arrivé pas longtemps après. Tout à fait. Donc on a dit que ça faisait 20 ans, donc le pôle a été créé en 2005. Est-ce que tu te souviens de la date exacte? Non, ça devait être en novembre. Presque, pas loin. C'était le 7 décembre 2005. Ah bah, voilà, j'y étais presque. Alors nous, on a fait un petit peu d'archéologie et puis on a retrouvé quelques images d'archives. Alors je te propose qu'on regarde ça tout de suite. Très bien. Constituent les 4 principales entreprises des Pays de la Loire. Avec leurs sous-traitants, elles représentent 90 000 emplois. Les chantiers de l'Atlantique, Airbus, DCN Propulsion et Beneteau, main dans la main, pour promouvoir un pôle de compétitivité d'envergure internationale. En décembre dernier, le gouvernement avait lancé un appel à projets pour sélectionner des pôles de compétitivité. Quel en sera l'intérêt? Élément de réponse avec Virginie Charbonneau et Jean-Marc Lallier. À travers EMC2, le pôle de compétitivité qu'elles espèrent créer, ces entreprises veulent donc partager leur savoir-faire dans la fabrication d'ensembles complexes, bateaux, avions ou systèmes de propulsion. Des domaines qui a priori n'ont pas grand-chose en commun et pourtant des collaborations sont déjà envisagées. Derrière le pôle de compétitivité, ce qu'on veut nous en tant qu'industriels, c'est avoir des résultats, de pouvoir avoir des marchés supplémentaires, donc des résultats, d'être meilleurs au niveau de la qualité, meilleurs au niveau des coûts, meilleurs au niveau des délais, pour offrir un produit à notre client qui puisse le satisfaire le plus possible. Mais au niveau national, la concurrence est rude pour la création de ces pôles de compétitivité, bien qu'actuellement aucun financement précis n'y ait été affecté. Est-ce que tu peux, Laurent, nous parler un petit peu finalement de la jeunesse du pôle, des membres fondateurs par exemple? Là, ce qui est notable, c'est que c'est Gérald Lignon qui prend la parole. Donc Gérald qui nous a vraiment accompagnés tout du long et qui est récemment parti pour de nouvelles aventures. Et je pense qu'il y avait à ce moment-là, alors, des personnes comme Gérald, des personnes comme Patrick Boissier pour les chantiers, qui avaient envie non seulement de contribuer, je dirais, à la productivité de leur entreprise, mais également de contribuer au dispositif territorial. Et ça, c'était assez notable à l'époque. Donc le fait que ces entreprises se soient réunies et le fait, en plus de ça, qu'elles aient travaillé sur les moyens de production, les technologies de production, c'est-à-dire des moyens qu'on retrouvait en transversalité sur ces secteurs, ça c'était vraiment je dirais la genèse, hein, vraiment l'ADN du pôle de EMC2 à son tout début. Alors j'aimerais revenir aussi sur le statut. Le pôle EMC2 a été créé en tant qu'association. Qu'est-ce que ça implique concrètement en termes de gouvernance, de routine, etc. Qu'est-ce que ça implique le fait d'être une association? Alors le fait que ça soit une association, alors peut-être deux choses à dire. Le premier, c'est que c'est un regroupement d'entreprises, ça c'est la première chose, qui va répondre à un appel d'offres qui caractérise une politique publique. Alors je le dis, c'est important, surtout à l'époque actuelle où on a un petit peu de mal à percevoir où sont les politiques publiques. Mais cette politique publique, c'était on veut bien vous aider à condition que vous vous organisiez. Donc l'association permet cette organisation avec un conseil d'administration qui regroupe les industriels, les académiques, mais également les structures, les organisations structurantes du territoire, comme par exemple la Chambre de commerce ou l'UIMM, et donc qui permet de travailler vraiment en mode collectif et vraiment en mode collaboratif. Et ça, c'est vraiment le maître mot, hein, du fonctionnement du pôle, c'est la collaboration, c'est le collectif. Alors Laurent, pour poursuivre cette rétrospective de l'histoire du pôle EMC2, je te propose qu'on change d'endroit. On va aller dans un lieu emblématique pour l'histoire du pôle. Allez, Très bien. Je t'emmène. Je te suis. Alors Laurent, est-ce que tu sais où nous sommes et pourquoi on est venu jusqu'ici? Eh bien, nous sommes devant
les bureaux de la CCI, en tout cas. C'est C'est les bâtiments de la CCI, même si la CCI aujourd'hui a bougé. Et c'est là où le pôle EMC2, alors après un passage très rapide à la délégation régionale d'EDF, a commencé à vraiment prendre ses marques et à se développer et à rentrer dans l'opérationnel. Alors je ne sais pas si tu te souviens un petit peu quelle était l'ambiance à l'époque. Alors nous, on a été interviewer quelqu'un qui était là. Voilà, donc tu as dû partager quelques mois avec lui. Donc je te propose qu'on regarde son interview. Très bien. Je m'appelle Jacques Prono et j'ai rejoint le pôle EMC2 dès 2006, juste après sa création. On était 4 permanents et je garde en mémoire quelques grands chantiers, certains projets que j'ai aidés, qui m'ont particulièrement tenu à cœur, comme ceux d'Omega System, de Coriolis, de Mecachrome, des ACB. L'ambiance de l'époque était une grande fébrilité, un sentiment d'urgence. Les membres du pôle étaient très motivés mais avaient assez peu l'habitude de collaborer et pourtant les financements étaient là, disponibles, il fallait absolument aller les chercher. La période a été passionnante à vivre. Une petite réaction à chaud. Donc on vient de voir une interview de Jacques Prono qui travaille encore pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de réagir sur cette interview? Ouais, deux choses. D'abord la fébrilité. C'est vrai que y a toujours eu alors à la fois ce sentiment d'urgence et puis en même temps une foultitude d'actions, mais j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé. Par contre, il disait qu'à l'époque il y avait de l'argent, donc le fonds unique interministériel. Donc ça c'était une des grandes belles idées d'ailleurs de cette politique des pôles de compétitivité. Voilà, aujourd'hui, on sait, il y a moins d'argent, donc il faut être plus intelligent, il faut avoir plus de synergie. Donc toujours autant de fébrilité et autant d'urgence, mais avec des moyens qui sont un petit peu différents. Je te propose de partir sur un autre lieu qui a marqué l'histoire du pôle. Donc c'est reparti. C'est reparti. On y va. On y va. Alors nous voilà arrivés à Bougnay, devant le Technocampus Composite. C'est un bâtiment qui a été inauguré en 2009. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire, la jeunesse de ce bâtiment et pourquoi le pôle est venu s'installer ici finalement? Alors il faut avoir en tête qu'avant ce bâtiment s'appelait le Technocampus EMC2. C'est vrai. C'est vrai, Oui. c'est donc un technocampus, un campus, c'est-à-dire un endroit où se rassemblaient les entreprises et les académiques pour pouvoir travailler sur les projets collaboratifs du pôle. Et c'est là où c'est dans cet endroit qu'on a lancé les premiers projets importants du pôle, et notamment la constitution de la tête d'A320 tout composite. Voilà, dans un des bâtiments là-bas. À partir de 2009, nous on a déménagé de la CCI pour venir s'installer ici avec l'équipe. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on a fait à peu près tous les bâtiments au fur et à mesure qu'on grossissait. On m'a parlé d'un programme appelé Défi Composite. Ah oui, absolument. C'est quoi le rapport avec Défi Composite. Ouais. C'est le nom, en fait, dans la réalité, c'est le nom que je cherchais. Donc Défi Composite, c'est le premier gros projet autour du composite, cinquantaine de millions d'euros à l'époque, a nécessité des infrastructures pour lesquelles le pôle EMC2 et ses membres se sont tournés vers la région, notamment les pouvoirs publics, l'État, mais aussi Nantes Métropole, le département et puis l'Europe, pour pouvoir bâtir ce bâtiment. Alors l'année suivante, Laurent, en 2010, l'État a lancé un appel à projet dans le but de créer des IRT, des instituts de recherche technologique. Comment, à cette époque-là, le pôle EMC2 s'est emparé du sujet? Eh bien, donc on avait cette expérience de Technocampus qui nous avait déjà permis de voir qu'un lieu donné permettait vraiment de rassembler les forces académiques, industrielles, pour pouvoir mener des projets. Et donc c'est assez naturellement qu'on s'est orienté vers cet appel à projet des instituts de recherche technologique, en se disant on va prendre ce qui a fait le succès du Technocampus et on va le dupliquer donc à une échelle 3, 4, 5 fois plus importante pour pouvoir le mettre en œuvre dans le cadre de l'IRT Jules Verne. Donc c'est assez naturellement que la même équipe d'administrateurs du pôle, Airbus, Naval Group, les chantiers d'Atlantique se sont rassemblés pour pouvoir travailler sur ce dossier. Du coup, nous, on a voulu interroger quelqu'un qui, à l'époque, a travaillé avec toi sur le projet. Et on lui a demandé un petit peu son ressenti lorsque le projet de l'IRT a été validé. Lorsque le projet a été retenu, nous avons ressenti beaucoup de fierté collective. Le projet était considéré comme un outsider au plan national et que nous avons su convaincre grâce à nos réalisations, surtout grâce à la force de notre collectif
emmenés par EMC2. On vient de voir une interview de Stéphane Cassereau. Est-ce que tu te souviens, toi, de ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu partages le ressenti de Stéphane? Oui, bien sûr. Dans la réalité, le montage du projet avait été compliqué. Mais quand on l'a gagné, je me suis dit ça va vraiment être compliqué à partir de maintenant. Et ça fait, oui, maintenant presque 12-13 ans que ce TRT se développe et qui contribue, en tout cas, je dirais, la hauteur de ses moyens, à la compétitivité industrielle française. Alors Laurent, on est arrivé maintenant au Technocampus Océan. En quoi ce bâtiment a un lien avec l'histoire du pôle EMC2? Technocampus Océan, inauguré en 2015, imaginé dans le cadre du projet de l'IRT Jules Verne, et un parallèle entre le Technocampus qui est devenu le Technocampus Composite, aéronautique composite, et Technocampus Océan, plutôt technologie liée au naval et à la robotique et au métal, on va dire. Donc vraiment pour couvrir l'ensemble des sujets qu'on voulait travailler. Donc c'est à ce moment-là aussi que donc on a changé de nom au premier Technocampus, c'était plus le Technocampus EMC2, mais c'est devenu Technocampus Composite, et que la région a lancé sa stratégie de Technocampus pour pouvoir soutenir un certain nombre de technologies et de centres de ressources technologiques. Alors en 2020, le pôle EMC2 lance son manifeste pour une industrie durable et éco-responsable, un manifeste qui a été signé par 80 acteurs industriels. Est-ce que c'était une suite logique finalement? Oui, absolument. C'est-à-dire que 2020, c'est le Covid. Il y a globalement un rejet de tout ce qui est industriel. Alors déjà que l'industrie en France n'était pas toujours super acceptée. Voilà, il fallait être capable de dire, alors d'expliquer, mais comme a pu le dire Louis Gallois à certains de nos événements, que même si l'industrie est une partie des problématiques qu'on rencontre, ce sera 100% partie des solutions. Et c'est ça qu'on a voulu illustrer à travers ce manifeste. Donc, compétitivité de l'industrie, ça c'est important. Rappeler qu'une industrie, elle est durable que si elle est pérenne, que si elle gagne de l'argent. Donc, il faut être compétitif. Ça, c'est le premier point. Et puis après, il y avait 4 autres axes qui étaient l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une urgence. Et même si les événements internationaux la font passer au second rang, ça reste important, et c'est aussi de notre responsabilité que de promouvoir cette problématique. L'humain, toujours, parce que je pense qu'on peut toujours en faire plus pour l'inclusion, je pense qu'on peut toujours en faire plus pour l'acceptabilité des nouvelles technologies, parce que je pense qu'on peut toujours en faire plus pour former les uns et les autres à utiliser ces nouveaux outils. La collaboration, ça c'est un quatrième axe. Cette collaboration, elle se comprend alors sur un territoire. C'est ce qui donne des problématiques de type économie circulaire, par exemple. Mais ça se comprend aussi dans des supply chains. Et ça, c'est important aujourd'hui parce que, quelle que soit la taille du donneur d'ordre ou de l'OEM, c'est forcément grâce à sa supply chain qu'il y arrivera. Le cinquième élément de ce manifeste qui a été promu en 2020, c'est la souveraineté. Et donc, c'était une intuition qui était plutôt intéressante, puisqu'aujourd'hui, la souveraineté est clairement un de nos axes de travail majeurs. En 2024, le pôle EMC2 a de nouveau déménagé dans ses locaux ici au Nautilus. Qu'est-ce que ce changement de lieu symbolise pour toi, pour le pôle? Donc effectivement, en 2024, on décide de rejoindre l'IRT Jules Verne dans le bâtiment Nautilus, qui a été inauguré en novembre 2022. Pour moi, c'est un aboutissement finalement, puisque quand j'ai rédigé la réponse à l'appel à projet des instituts de recherche technologique, j'avais en tête ce bâtiment pour faire la promotion de l'innovation collaborative, pour aider les différentes équipes de compétences diverses et variées à travailler ensemble pour faire en sorte qu'on puisse mener des projets de manière mutualisée pour le compte de nos industriels. Donc Laurent, pour terminer cette interview, qu'est-ce que tu peux me dire de ce que tu as retenu de ces 20 dernières années finalement? D'abord des chiffres. D'abord, 20 ans, c'est 20 ans de projets collaboratifs.
Aujourd'hui, ça représente à peu près 2500 projets qu'on a accompagnés. On en a labellisé à peu près 1000, il y en a à peu près 2/3 qui ont été financés. Et ça représente 2,2 milliards d'euros de projets qui ont été menés, ou qui sont en cours d'ailleurs, sur notre territoire. Tout ça aidé par la puissance publique, à peu près 1 milliard d'euros de soutien financier à nos projets sur les technologies de production. Donc ça, c'est une chose. Il y a également les 3 bâtiments que sont Technocampus Composite, Technocampus Océan et Nautilus. Et donc c'est une zone majeure en France parce qu'elle est dédiée à l'innovation industrielle et sur laquelle on va retrouver à la fois les industriels, les partenaires académiques et notre institut de recherche. Le pôle EMC2 étant présent, je dirais, pour faire vivre cet écosystème et générer toujours plus de connaissances, toujours plus de projets, toujours plus de technologies et donc toujours plus de compétitivité. Eh bien, merci Laurent. Merci Julie.